Merci d'être avec nous. Donc, vous êtes alpiniste, vous avez 30 ans, guide de haute montagne dans le massif des Écrins. Vous allez nous parler donc de cet exploit que vous avez réalisé en juillet dernier dans l'Himalaya, donc au Pakistan, dans cette montagne dont on va parler donc à plus de 8000 mètres d'altitude. Mais avant cela, on va revenir un petit peu parce que vous êtes drômois, donc vous êtes un peu de notre région quand même. Même si Je- vous êtes passé maintenant du côté des Hautes-Alpes à Briançon, vous êtes drômois. Tout à fait. Ouais, je suis originaire de Die, dans la Drôme, et j'ai passé toute ma jeunesse dans le petit village de Châtillon-en-Diois, au pied du Vercors. Voilà, j'ai fait ma scolarité au lycée de Die. C'était le lycée Sport Nature qui est très connu. Et puis après, c'est vrai que mes 18 ans passés, je me suis échappé pour aller vers de plus hautes montagnes. Et le parc national des Écrins m'a accueilli, et Briançon en particulier. Mais du coup, c'est là qu'est née un petit peu votre passion pour la montagne. Ben, ma passion est mon ADN, effectivement, il s'est construit entre autres dans les contreforts du Vercors, sur le Glandas, sur les parois d'Archiane, les Trois Becs. Donc j'ai passé mon temps à vagabonder aussi bien en vélo de route aussi, ben, sur les petites routes du Diois qui sont Ouais. magnifiques, hein, à explorer les villages, et puis sur les sentiers de randonnée. Et donc, en juillet dernier, vous partez direction la frontière entre le Pakistan et la Chine pour un nouveau défi pour vous. L'objectif, c'est gravir votre premier sommet de plus de 8000 mètres d'altitude. Ce n'était pas arrivé pour vous jusque-là. Et donc, il y en a 14 dans le monde de plus de 8000 mètres. Celui que vous avez grimpé, le Broad Peak, donc fait un peu plus de 8000 mètres, c'est le 12e sommet du monde, le plus haut du monde. Mais vous n'avez pas voulu vous faciliter les choses et vous vous êtes lancé un défi pour ce premier 8000 mètres. L'idée, c'était effectivement d'atteindre l'altitude de 8000 mètres. Moi, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'avant l'expédition, j'étais allé à 7319 mètres. C'était au Chamlang, au Népal. J'avais fait d'autres expéditions auparavant également sur des sommets plus bas. Et donc, j'avais cette envie, voilà, avec les expéditions qui passaient, au fur et à mesure, on se fait de l'expérience, on va de plus en plus haut, et bon, ben, on a envie de goûter un peu à ces hautes altitudes et à ces sommets qui dominent un peu le monde. C'est une passion, je pense, qu'ont de nombreux alpinistes, mais ce qui fait peur là-bas, c'est effectivement le manque d'oxygène. Donc il y en a certains, des alpinistes, qui veulent pas y aller à cause de ce risque-là lié à l'hypoxie, donc ce manque d'oxygène. Et moi, je me sentais plutôt bien en altitude, à 7300 mètres, et je me suis dit, allez, on va tenter un 8000 comme, cette année, comme ça. Et puis, j'ai rajouté effectivement une petite touche personnelle. Parce qu'un 8000, généralement, on le fait en plusieurs jours. Le Broad Peak, notamment, par exemple, on fait l'ascension en moyenne en 3 jours, et on redescend le quatrième jour. Et j'avais envie de mettre en application un petit peu ce que je sais faire dans les Alpes, donc la rapidité liée à mon entraînement, mon expérience. Et donc le but, là, c'était effectivement de gravir le Broad Peak en une journée, d'une traite, du camp de base, du pied de la montagne jusqu'au sommet, sans dormir dans des camps d'altitude intermédiaire. Et justement, donc, quel est l'entraînement que vous faites avant de partir pour ces sommets-là, pour ce cap des 8000? Alors, c'est pas un entraînement qui se fait sur quelques mois Hmm. avant l'expédition. Déjà, c'est toute une expérience, mais ça, c'est compliqué à décrire. C'est des années de montagne, de pratique dans des environnements froids, extrêmes. Et puis, moi, j'ai passé le guide de haute montagne assez jeune, donc j'ai accumulé beaucoup d'expérience dans ce milieu-là. Et puis, de base, c'est vrai que j'ai un cœur qui est quand même assez plutôt solide. Voilà, de tous les professeurs de sport que j'ai eus, ils ont à chaque fois été surpris par mes qualités. Et c'est vrai que pour cette expédition-là, par contre, j'ai globalement arrêté l'escalade pendant quelques mois, chose que je fais rarement parce que j'adore ce sport qu'est l'escalade. Et j'ai vachement accentué, en gros, l'aspect endurance. Et j'ai fait beaucoup, beaucoup de volume. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait des journées à gambader dans la montagne, en ski de randonnée, à pied, en redescendant en parapente. Et puis j'ai rajouté quelques petits exercices spécifiques comme des fractionnés que d'habitude je ne fais pas trop, mais pour être un peu plus explosif et puis pouvoir tenir encore plus longtemps avec un gros rythme.
Et donc vous partez avec un compagnon de cordée, Nicolas Jean, vous partez aussi avec une équipe aussi pour la première fois, vous êtes accompagné de toute une team puisque vous partez avec beaucoup de matériel. Il y a plus de 2 tonnes, hein, je crois, de matériel pour le séjour. Oui, alors 2 tonnes, c'est pour l'ensemble du groupe, Oui. mais effectivement, on est nombreux. C'est la première fois qu'on part sur un camp de base partagé, parce que c'est beaucoup moins cher en fait de faire de cette manière-là. Et puis c'est du bon sens, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui veulent aller sur ce sommet-là. Généralement, eux, ils vont avec oxygène, ce qui n'est pas notre cas, mais on se retrouve quand même sur un but commun qui est de gravir cette montagne de plus de 8 000 mètres. Et donc on prend une agence de tourisme qui est habituée à faire, à proposer ce genre de circuit, à proposer ce genre d'ascension, on va dire. Et donc cette agence s'occupe en fait de toute la partie administrative, prendre le permis, trouver des porteurs, des muletiers pour nous amener le matériel, parce qu'on ne peut pas faire tout nous-mêmes, c'est vraiment impossible. Il faudrait des années, ou des mois du moins, et puis trouver la nourriture sur place, etc. Nous, on les paye ensemble, tous ensemble, là on est une dizaine à peu près, un peu plus, et puis effectivement on partage un camp de base commun. Donc là, pendant un mois à peu près, il faut qu'on trouve un petit peu chacun nos habitudes, qui s'assoit où, voilà, on sait qu'un tel mange un peu plus ça, donc on va lui laisser à la fin, enfin des petits détails, mais au début ça me faisait un peu peur, mais en même temps j'étais très curieux de voir à quoi ça ressemblait enfin, tout ce qu'on entend sur ces grands camps de base immenses au pied des 8 000 mètres. Moi, ça me faisait toujours un peu rêver d'une certaine manière, et puis je voulais savoir comment ça se passait, parce que j'étais habitué à des camps de base tout petits où on était généralement seul dans la montagne, et je dois avouer que ça s'est très bien passé. Et donc vous êtes en bas du Broad Peak avec votre collègue, avec donc ces guides aussi, ces porteurs. Il y a d'abord une première acclimatation puisqu'on part pas forcément sur un record comme celui-là d'une traite en arrivant dans l'Himalaya. Il y a une première acclimatation, une deuxième. La première se passe bien. Vous arrivez à 6900 mètres d'altitude pour la première fois. Et donc une autre passion, c'est le parapente, puisque déjà pour cette première acclimatation, vous, vous ne redescendez pas comme les autres, vous redescendez en parapente. Ben, c'est vrai que la dernière fois, je calculais sur à peu près 8 montées en montagne. Donc, on est parti du camp de base et on a effectué des ascensions plus ou moins hautes, mais sur 8 ascensions depuis le camp de base, je suis redescendu qu'une seule fois à pied. Voilà. Et les 7 autres fois, je suis à chaque fois redescendu en parapente. C'est un sport qui est magnifique, qui permet d'avoir des angles de vue bien différents. Et puis, qui aime la descente, j'ai envie de dire pas grand monde, voilà. Et c'est vrai que c'est un côté très laborieux en fait de l'alpinisme, descendre, avoir un peu mal aux genoux, etc. Donc quand on peut descendre avec sa voile au-dessus de la tête, et puis et juste apprécier le moment, avoir, avoir du fun un petit peu, c'est quelque chose que nous, on avait vraiment de plaisir à faire. Et on a eu beaucoup de chance sur la météo, parce qu'il Oui. faut aussi des conditions qui soient propices à ça. Il faut une aérologie qui soit bonne, pas trop forte. Et sur notre expédition, on a eu une météo pendant un mois qui globalement était bonne. Il y a eu des périodes de mauvais temps, mais c'était pas arrivé depuis 15 ans que voilà, un mois comme ça, aussi beau, avec si peu de vent au Pakistan, se soit arrivé. Donc on a eu beaucoup de chance. Il faut beaucoup de critères, hein, c'est vrai, beaucoup de chance pour faire des records, pour réaliser aussi ces exploits-là, puisque ça se passera un petit peu mal sur la deuxième acclimatation, donc la deuxième fois que vous allez essayer de monter sur ce Broad Peak, puisque vous allez être malade, et donc c'est votre collègue qui va d'abord monter. Vous allez finalement aller un petit peu mieux et réussir à monter au sommet pour une première fois, sans donc tenter ce record, mais donc pour tracer la première ligne, pour ensuite y aller pour tenter le record. On va en parler dans quelques instants avec vous, puisque vous avez réalisé un record, mais on verra que tout ne s'est pas toujours bien passé. On y revient avec vous, Benjamin Védrine, donc alpiniste à 30 ans, guide de haute montagne dans le massif des Écrins. On se retrouve juste après le journal. Et notre invité ce soir, c'est Benjamin Védrine, alpiniste de 30 ans, guide de haute montagne dans le massif des Écrins. Vous avez réalisé un record en juillet dernier, puisque vous êtes maintenant l'alpiniste le plus rapide du monde à avoir monté un sommet de 8000 mètres en seulement 7 heures et 28 minutes. Et ce sommet, donc, c'est le Broad Peak, la 12e montagne la plus haute du monde. On y revient puisque vous sortez aussi votre film Age of Reason, qui est donc un film qui raconte cet exploit notamment, hein, ce record que vous avez réalisé pour monter ce Broad Peak. Vous le montez, en tout cas avec votre collègue dans un premier temps, sur l'acclimatation, mais pour lui, ça va pas
bien se passer. Il va refuser finalement la deuxième fois de tenter ce record avec vous. Après cette acclimatation qui s'était bien passée, de votre côté finalement aussi, vous partez finalement seul pour tenter ce record et donc cette montée au sommet du Broad Peak. Alors c'est vrai que c'est pas. Alors il faut déjà préciser que c'est pas n'importe quelle acclimatation parce que Hmm. on fait quand même le sommet déjà. Alors ce qui pour la plupart des Voilà. alpinistes est un but en soi. Et c'est vrai que nous on fait le sommet du Broad Peak une première fois pour habituer notre corps et se tester à cette altitude au-dessus de 8000 Que mètres. vous aviez jamais réalisé jusque-là. Non, qu'on n'avait jamais fait, ni Nicolas, Jean, Hmm. ni moi, ni moi-même. Et c'est vrai que cette première fois, pour tous les deux, ben, c'est quelque chose de très fort, avec des ascensions totalement différentes. Pour lui, très, très belle météo, plutôt agréable, mais pour moi, c'était une ascension très difficile. Quand bien même pour Nicolas, effectivement aussi, il a eu quand même beaucoup de mal à faire la trace, etc. Donc ça a Hmm. été des grands moments pour nous deux. Et suite à ça, on avait prévu effectivement de faire un record, donc de faire une ascension à la journée. Et Nico, euh, le camp de base est très spécial. Quand vous avez une semaine de grand mauvais temps, vous pouvez pas faire ce que vous voulez comme ici, c'est-à-dire que vous pouvez pas fuir le mauvais temps, aller dans le sud, rester à la maison tranquillement. Là, il faut patienter dans une tente toute petite, et puis en fait, on se demande qu'est-ce qu'on fait là parfois. Qu'est-ce qu'on fait là-bas et comme dit Nico, quand on est là-bas, on a envie d'être chez soi. Et c'est vrai, quand on est chez soi, on a envie d'être là-bas. On ne sait jamais ce qu'on Hmm. veut. Et Nicolas a décidé de partir à ce moment-là, impatient. Il a préféré prendre le chemin du retour à la maison. Et donc vous partez seul pour tenter ce record donc en one push. Donc vous l'avez dit, c'est tenter en une journée, en une fois et le plus rapidement possible de monter un sommet, là un sommet de 8000 mètres d'altitude. Et donc tout va bien se passer, toutes les étoiles s'alignent. Ah ouais, toutes les planètes se sont alignées. On appelle ça le D-Day, c'est le jour J. Mm. C'est une convergence de tout, de bonnes conditions physiques, mentales, une grande motivation. C'est comme si on libérait un lion en cage un petit peu à ce moment-là pour moi. Et j'ai tellement attendu ce moment-là, ce moment où je démarre l'ascension du Broad Peak sans oxygène. Il est minuit. Et il est minuit, ouais, tout minuit 2, je crois, on part exactement. Alors quand je dis on, c'est avec un collègue italien qui s'appelle François Casanelli, qui est valdotin, et qui voulait également gravir le Broad Peak à la journée de la même manière. Alors sans redescendre en parapente, mais en tout cas, il voulait me suivre. Et on est parti au même moment, mais par contre, on s'est plus revus pendant l'ascension parce qu'on avait décidé d'aller à chacun son rythme. C'est des ascensions en fait qu'on peut envisager seul par rapport au degré technique que ça demande par rapport à ce qu'on est capable de faire nous. On peut imaginer le faire seul. Et puis en plus, sur ces voies-là, c'est un style qu'on appelle himalayen, donc il y a beaucoup de cordes fixes qui sont placées, que de mon côté j'utilise très peu finalement, parce que la plupart du temps j'en ai pas besoin. Mais par contre, en termes de sécurité, si on en a besoin, en fait, on peut quand même mettre la main dessus, et c'est un gage de sécurité, et ça fait qu'on peut y aller, s'engager seul dans cette montagne. Donc vous vous retrouvez seul finalement dans cette nuit. Mais tout se passe bien et donc le précédent record était de 15h40. Il était détenu par un Polonais qui avait fait cet exploit en 1984. Vous arrivez au sommet, il est 7h30. Vous avez réussi cet exploit de le faire en 7h28 précisément. 7h28, ouais, c'est exactement ça. Et c'est vrai que j'y croyais pas tellement. Au début, je pensais qu'il y avait mettre entre 12 et 15 heures dans ces eaux-là, et je me disais que mettre moins de 10 heures, c'était effectivement pour les prochaines générations. Et on n'y croit pas trop, ouais, ben c'est sûr, avec autant de facilité en plus, j'ai envie de dire, parce que la première fois, c'est tellement douloureusement passé, c'était pas évident, et j'avais du mal à me projeter sur ce record, quand bien même j'étais très motivé. Et donc de pouvoir vivre cette journée-là avec les jambes qui vont bien, qui a du répondant, la météo qui est parfaite, la trace qui est là, les copains qui sont là, parce que je parle de copains, c'est cette personne dont on parlait tout à l'heure, avec qui on partage le permis, le camp de base, etc. C'était des grands moments à la fois humains et sportifs. Ouais. Et vous arrivez là-haut donc à 7h30 du matin et vous déployez votre parapente
et c'est reparti, vous descendez. Quelle est la sensation là, à ce moment-là, déjà après avoir réalisé un exploit comme ça? Est-ce que vous vous en rendez compte? Est-ce que vous avez une sensation spéciale et quand vous redécollez en parapente de ce sommet? Puisque ça aussi, ce n'est jamais arrivé de décoller en parapente d'un sommet aussi haut. Ben, c'est un peu la cerise sur le gâteau et c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé avec Nicolas pouvoir faire avant l'expédition. On n'envisageait pas du tout de faire un record et de le cumuler avec effectivement un premier décollage historique. Pour la simple et bonne raison que d'une part, pouvoir imaginer une journée comme ça avec des conditions aérologiques propices et en plus monter rapidement, donc avoir une bonne trace, avoir une bonne forme physique, etc. C'est très rare, donc j'y croyais pas tellement ce jour-là et quand du coup j'ai déposé la voile sur la neige, pour moi c'était comme si je vivais, comme si j'étais pas là un peu. Je le vivais presque par procuration de loin et je pensais un peu à Nico qui sûrement était en train soit de prendre l'avion ou dans un train quelque part au fin fond du Pakistan pour rentrer chez lui. Et quand j'ai déployé la voile, j'ai démarré, sincèrement, encore aujourd'hui, le plus beau vol de ma vie, parce que ça fait un peu plus de 8 mois maintenant. Et ça restera vraiment un souvenir impérissable. Et je suis descendu plus vite que ce que je suis monté, ça c'est évident. Je suis descendu en 25 minutes à peu près, et j'étais à l'heure pour le petit déjeuner. À 8h10. Ouais, en bas, ouais, c'était vraiment voilà, survoler tous les collègues qui montaient encore, tous ces passages où malgré tout j'ai quand même donné de moi-même et ça a pas été, ça a été quand même de longue haleine. Et puis en fait c'était au-delà de ça, au-delà de ce que j'avais vécu, c'était aussi je repensais à tout ce que j'avais construit pour en arriver là. Et c'est beaucoup d'entraînement, c'est beaucoup de temps passé à analyser les choses. Donc là c'est une grande concrétisation. Ouais. Ce jour-là. C'est vraiment quelque chose de grand. Ouais. Parce qu'on le rappelle, normalement, c'est un sommet qui se grimpe environ 3 jours et qui se redescend en 1 ou 2 jours. Vous êtes parti à minuit et à 8h10, vous étiez rentré. Ouais, c'était un peu dur de croiser les collègues qui avaient passé 2 nuits exténuantes à avoir froid et dans l'inconfort. Et puis moi, de passer comme ça, les doubler. Alors du coup, j'essaie de les encourager du mieux que je puisse. Mais c'est vrai que je suis arrivé le premier au sommet ce jour-là, alors qu'ils sont partis plus tôt que moi de 7000 mètres. Et il y a quelque chose d'incroyable, je trouve, dans le potentiel qu'on a, les humains, en fait, à force de détermination et puis d'entraînement, on peut imaginer des choses qui sont difficilement imaginables pour le commun des mortels, c'est vrai. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, le film ne s'arrête pas là, puisque le lendemain, vous tentez de monter le K2, qui est donc la deuxième plus haute montagne du monde, juste après l'Everest, et qui peut être la plus difficile et la plus dangereuse montagne du monde, hein, qui a plusieurs surnoms, la montagne sauvage, la montagne sans pitié. Et vous, après un exploit comme ça, vous retentez. Qu'est-ce qui passe par votre tête à ce moment-là? Est-ce que c'était pas un peu dangereux aussi et inconscient de retenter juste derrière cette montagne-là? Je me base sur ce que j'ai vécu. J'ai vécu une ascension finalement assez facile, on va dire, même si voilà, j'ai éprouvé quand même des difficultés physiques, mais sur le point de vue physiologique, tout s'est bien passé. Donc j'ai pas eu de mal de tête, j'étais bien à 8000. Pour moi, le K2, mon acclimatation était parfaite finalement, d'une certaine manière. Et ça me paraissait envisageable de pouvoir monter là-haut du coup. Donc c'était la prochaine étape, on va dire, même si elle n'était pas du tout prévue à la base. Et je suis quelqu'un qui aime bien rebondir, qui aime bien m'adapter en fonction de ce qui m'entoure. Et le K2 est juste à côté du Broad Peak. Hein. Il faut savoir que le camp de base du Broad Peak est à seulement 45 minutes du camp de base du K2. Et donc il y a quelque chose qui suscite énormément la curiosité de tous les alpinistes qui vont au Broad Peak, qui regardent quand même toujours un peu à gauche vers cette montagne qui est encore plus haute et qui est pyramidale, qui est incroyable en termes de forme. Et on ne peut pas être insensible, c'est impossible. Elle vous titillait depuis plusieurs jours. Ouais, quand même. Ouais. Même avant de faire l'ascension du Broad Peak, je me posais la question sans cesse, est-ce que tu vas y aller, est-ce que tu vas y aller? Et donc quand j'ai atterri du Broad Peak, effectivement, la première chose que je me suis dit, ben là, j'ai quand même économisé pas mal d'énergie en descendant en parapente finalement. Pourquoi pas envisager cette ascension du K2? Il me reste encore quelques temps et c'est tellement compliqué pour arriver là-bas, à cet endroit-là, c'est tellement éloigné de chez nous qu'on a envie de saisir cette opportunité. Là, c'est plus 8000 mètres, c'est 8600 mètres. Et on peut le préciser aussi, quand on passe les 8000 mètres, chaque 100 mètres, c'est un autre univers. C'est des paliers qui sont extrêmement durs à franchir un par un, il faut les gravir. Et donc 8600 mètres, en fait 600 mètres de plus, c'est un autre monde effectivement. C'est quand même quelque chose d'une autre envergure, ça c'est évident.
Et il faut toujours rappeler que là, on grimpe sans oxygène. C'est quelque chose qui est propre à notre éthique à nous, alpinistes souvent français, techniques, qui viennent de la communauté des gens qui grimpent dans les Alpes. Voilà, on fait très attention à ça. C'est pour le mérite, c'est pour la beauté du sport, c'est pour tout ça. Qu'est-ce que Et ça représente? le sans oxygène, pour moi, ça représente ce qu'est capable de faire un humain sur une montagne. Et en fait, une montagne de 8000 mètres, avant 1978, par exemple l'Everest, les physiologistes pensaient que c'était impossible de monter là-haut. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'incroyable que, en fait, avant les années 80, personne n'a pu prouver ça. Avant, justement, Peter Habeler et Reinhard Messner qui ont prouvé l'inverse. Et je trouve qu'il y a un mérite incroyable, il y a quelque chose de très gratifiant. Et en fait, dans un itinéraire qui n'est pas si dur dans les Alpes, à 8000, ça devient quelque chose d'extrême. Et du coup, on se retrouve avec des nouvelles sensations, une nouvelle dimension, une nouvelle approche qu'on doit réussir à gérer. Et c'est vrai que là, par exemple, sur le Broad Peak, je l'ai très bien géré, cette approche, finalement, d'une certaine manière. Et sur le K2, j'ai eu les yeux un peu plus gros que le ventre. Voilà. Et c'est vrai qu'on donne une image dans le film, c'est votre compagnon de cordée, Nicolas Jean, qui rappelle cette phrase que monter sans oxygène, c'est être sous l'eau avec donc un sac à dos et respirer avec une paille. Oui, alors je ne sais plus s'il avait raison que c'était une citation de Pierre Bégin, peut-être. Ouais. Toujours est-il qu'effectivement... on peut effectivement dire aussi que c'est dans un congélateur et pas sous l'eau, et puis qu'effectivement on respire avec une paille en faisant du vélo, par exemple, d'appartement. C'est pas évident comme sensation. Ouais. C'est assez détonnant et ça met un petit peu nos sens en éveil. On ne sait pas trop à quoi s'attendre. Et c'est ça un petit peu la haute altitude, et c'est ce qui est dur à gérer, je trouve. C'est le côté irrationnel. Il y a un aléatoire qui est extrêmement important. Donc on ne peut pas se fier à un protocole précis de tiens, j'ai tel symptôme, il va forcément m'arriver ça, donc je redescends. Ça peut survenir d'un coup, une hypoxie sévère ou un œdème cérébral, et ça peut être réversible, mais ça peut être très dur en fait de prendre la décision de faire demi-tour, parce on peut ne plus avoir vraiment conscience de ce qu'on fait, et du coup le cerveau se met en veille, et donc il peut lui-même ne plus réussir à prendre la décision de faire la part des choses et de prendre la décision de faire demi-tour. Mais peu importe, vous vous lancez, le lendemain, vous partez pour tenter cette ascension du K2, on le rappelle, la deuxième plus haute montagne du monde, la montagne dite la montagne sauvage, une montagne très dangereuse. Mais là, dès le début, c'est plus complexe. Oui, alors pour préciser, c'est peut-être, je crois, 8 jours après le Broad Peak que je tente ce K2 à la journée. Et j'étais déjà allé repérer un peu la voie normale avant pour voir si tout allait bien. Et puis pour me faire un petit peu à la montagne. Et c'est vrai que ce début d'ascension est déjà très difficile parce qu'il commence à neiger, il commence à y avoir du vent. Donc c'est pas du tout pareil que sur le Broad Peak. On n'est pas sur le même dilemme. Là, en fait, dès le début, je me dis que ça va pas faire. Ouais, dès le camp, hein, parce qu'il y a le camp 1, le camp 2, camp 3, camp 4, jusqu'à arriver au sommet. Et dès le premier, vous hésitez, vous n'êtes pas bien quand on vous voit dans votre tente, hein, dans le film, où vous hésitez quand même et vous dites « Allez, j'y vais ». Ouais, c'est ça. En fait, à chaque camp, je m'arrête dans les tentes qui sont laissées par des alpinistes pour pouvoir dormir dedans quand ils reviennent. Et à chaque fois, je m'arrête, je me mets à l'abri, et puis j'essaye d'avoir mon officier de liaison qui est pakistanais et qui s'appelle Zishan, et qui est le seul ami que j'ai parce que Nicolas Jean finalement est parti, donc c'est à lui seul que je peux me fier. Et donc je lui demande, je lui dis je sais pas trop, mais en fait lui ne connaît pas la montagne, donc il peut pas vraiment me dire autre chose que je t'écoute Benjamin, c'est tout. C'est une sorte de compagnon qui me rassure quand même. Et à chaque fois, je décide de monter, d'aller voir en fait. Parce qu'en montagne, il y a forcément une prise de risque qui est inhérente à nos pratiques. Et quand on veut atteindre un objectif, il faut accepter quand même une certaine pas mise en danger, mais en tout cas une mise en danger consciente, et puis accepter une certaine prise de risque, et puis de sortir de sa zone de confort, j'ai envie de dire. Et parfois ça peut payer. C'est-à-dire qu'on monte un petit peu, finalement ça s'éclaircit, il fait grand beau, et c'était le coup qu'il fallait faire, il fallait monter là. Le but c'était d'atteindre le camp 3 parce que je savais qu'il y avait une tente dans laquelle j'avais déposé du matériel pour me mettre à l'abri du froid, et puis me faire un petit peu d'eau, un peu à manger, et enfin au bout d'un moment j'ai atteint ce camp 3. Mais très vite en fait, une fois réhydraté, réalimenté,
j'ai repensé encore à me dire, allez, est-ce que tu tenterais pas de nouveau d'aller au camp 4? En fait, c'est Qui est à l'aimantation. 7900 à peu Ouais, près. le camp 4 est quasiment à 8000. Et Sur les 8600, on rappelle, hein, du K2. le camp, voilà, ça se rapproche du sommet, on va dire. Et en fait, je prends du recul à chaque fois. Je dézoome la situation. Je me vois à ce camp 3 et je me dis, bon, t'es pas si loin de ton objectif. Tu sais que tu as tes copains, notamment François Casanelli, qui est encore là, mais qui le fait en plusieurs jours, lui, parce il se sent trop fatigué. Donc je me dis, il y a peut-être des chances de le rejoindre. Ils ont dormi au camp 4. Si j'atteins le camp 4, finalement, je vais rejoindre leurs traces et je vais peut-être avoir plus de facilité parce que jusqu'au camp 3, c'était quand même pas évident. Et ouais, on rappelle, il y a du vent, il y a de la neige, il fait nuit. Ouais, Voilà, les conditions sont quand même dur. très dures, Ouais, ouais. très compliquées. On le rappelle, vous montez sans oxygène en plus Mm. sur cette montagne qui est un démon, mais vous dites, je continue. Après le camp 4, c'est parti, il reste 600 mètres. C'est ça, en fait, le camp 4 atteint. J'ai mis quand même beaucoup de temps à prendre la décision de repartir parce que au camp 3, je me disais que c'était quand même peut-être pas une bonne idée. Et puis le camp 4 atteint, ça me rassure. Je retrouve finalement les traces, je vois les frontales un peu au loin, dans l'obscurité. Le jour commence un petit peu à se lever et là, ça me rassure un peu. Je suis pas totalement à l'aise non plus avec ma tête. J'ai un petit peu des petits déséquilibres, mais jusqu'à maintenant, rien d'exceptionnel dans le sens où en altitude, on a toujours des petits trucs bizarres qui se passent dans la tête et dans le corps. Donc c'est inhérent à cette ascension. Je me dis que ça va le faire quand même. Et alors je continue à monter, je double pas mal de personnes. Et puis 8300 mètres atteints. Donc là, on est sous le Sérac Bottleneck. C'est une grande barre de glace de plus de 100 mètres depuis laquelle de temps en temps se détachent des blocs de glace. Et Vous j'atteins. n'étiez jamais arrivé à une telle altitude aussi, il faut le Non, préciser. effectivement, ouais, tout à fait. Ouais, c'est une altitude que j'avais jamais atteinte et je ne savais pas du coup comment mon corps allait réagir. Pour autant, ayant atteint 2 fois 8050 mètres auparavant, je me disais que en termes d'acclimatation, ça allait toujours et j'étais plutôt rassuré de ça. Mais à partir du 1003, tout change radicalement. Et là commence en fait une séquence de blackout un petit peu. Donc c'est toute une zone entre 8003 et la zone à laquelle j'ai fait demi-tour, à partir de laquelle j'ai fait demi-tour. Je me souviens plus de grand chose en fait. J'ai une amnésie qui s'est créée et ça c'est dû en fait à une ascension trop rapide de 5000 mètres à 8003. C'est propre aux ascensions à la journée des 8000 mètres. C'est très rare du coup. Et c'est ce qu'on appelle une hypoxie sévère, mais ça je l'ai su après. Je l'ai su à l'automne en parlant avec un physiologiste guide de montagne qui s'appelle Paul Robach et qui a pu un peu m'éclaircir un petit peu sur ce que j'avais eu à cet endroit-là. Et j'ai des flashs de ce passage après 8003 où j'essaie de gravir les quelques mètres encore qui sont devant moi et de tirer les cordes. Je fais ça de manière assez consciencieuse parce que je suis encore là pour parler, donc je suis pas tombé. Mais par contre, je sens que je suis plus au même rythme. Je me fais doubler par tous ceux que j'ai doublés auparavant. Et puis je pose mes crampons de manière un peu pâteau, comme on dit. Donc mes crampons glissent souvent, ça marche pas bien. Ça marche pas bien. Et puis il y a un moment donné où j'ai fait demi-tour. Mais sincèrement, je ne saurais jamais dire où exactement. Je sais qu'à la descente, quand j'ai entamé la descente, je suis passé devant un cadavre, un corps malheureusement laissé à l'abandon, qui datait de l'hiver d'avant, un Islandais malheureusement, et sur lequel j'ai essayé de trouver un descendeur, parce que j'en avais pas pris, parce qu'en fait dans ces ascensions à la journée sans oxygène, le moindre gramme compte, et donc je n'avais pas pris tout simplement pour les 45 grammes économisés. Et j'essaie de trouver un descendeur sur ce corps. Et ce corps sert aujourd'hui pour moi de référence spatiale, en fait, pour savoir à peu près où je suis allé. Je sais que je suis allé au-delà de ce cadavre-là. Et c'est pas évident d'avoir ça comme référence, mais c'est la seule chose qui me vient à l'esprit. Ah oui, une montagne qui est mortelle, hein, il faut le rappeler, ce K2 qui est une montagne très sauvage, très dangereuse. Vous auriez pu, vous aussi, y laisser la vie, parce que si on s'endort là dans ces conditions-là, c'est terminé. Ouais, il y a deux scénarios possibles. J'aurais pu effectivement m'endormir comme je le faisais souvent. En fait, je mettais souvent ma tête contre la glace et puis je faisais un petit court répit. Alors je dormais pas, mais en tout cas je fermais les yeux. Et à ce moment-là, effectivement, ça aurait pu aller jusqu'à la mort complètement, hein, puisque un œdème, une hypoxie sévère peut évoluer vers un œdème cérébral. Mais ça aurait pu aussi aller vers finalement étant donné qu'on met son corps un peu au repos pendant quelques temps, on peut retrouver un peu ses esprits du fait qu'on consomme moins d'oxygène.
Ça aurait pu être l'un ou l'autre. C'est pas évident à savoir, mais il faut toujours partir du principe que on envisage le pire scénario, donc j'aurais pu y passer. Heureusement, là, j'ai commencé à faire demi-tour de moi-même, mais à chaque fois, je m'arrêtais et puis je me mettais un peu en position fétale sur la corde contre la glace et j'attendais de manière un peu passive, ce qui est la pire chose à faire. Et puis à ce moment-là, en fait, des alpinistes qui redescendaient m'ont assisté, m'ont aidé et m'ont mis un masque à oxygène parce qu'ils en avaient un de secours. Et c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner parce qu'en fait, dans le monde des 8000, on pointe souvent du doigt l'esprit un peu individualiste des ascensionnistes qui n'ont pas la fibre de la solidarité qu'on peut retrouver souvent dans les Alpes. Et donc là, en fait, ils m'ont aidé. Donc c'était un guide népalais avec son client mexicain. Et le client mexicain a vraiment fortement influencé et vraiment fortement motivé son guide népalais à sortir cette bouteille d'oxygène qui était faite pour eux à la base, au cas où, pour me l'attribuer à moi. Et j'ai trouvé que c'était avec le recul, parce que je ne me rendais pas compte sur le moment, j'étais un peu ailleurs, que c'était quelque chose d'incroyablement généreux et presque sacrificiel un peu, parce qu'ils auraient pu très bien en avoir besoin. Et donc voilà, j'ai réussi à descendre, à reprendre mes esprits. C'est quelque chose qui se résorbe assez rapidement également, l'hypoxie sévère. Donc on peut passer finalement de off à on assez vite. Et à partir de 8003, j'ai retrouvé mes esprits. Et là, j'ai pu descendre un petit peu plus par moi-même, assisté par les personnes qui étaient autour de moi. Et voilà, j'ai pu reprendre un petit peu du recul sur ce qui venait de se passer, même si à chaud, en fait, c'est pas évident. C'est pas évident. On vient de vivre quelque chose de spécial que j'avais jamais vécu auparavant. Et vous échouez donc à un peu plus de 200 mètres de ce sommet historique, mythique, le K2. Qu'est-ce que vous avez appris de cette expérience, Benjamin Védrine ? Ça m'a appris que je change pas depuis que je suis jeune. Je suis assez déterminé, un peu trop peut-être. Moi, j'aime bien vivre la vie à fond. Enfin, en tout cas, mes projets, je les mène souvent à bout parce que j'ai un mélange de prudence et de détermination qui fait qu'à chaque fois j'arrive à profiter des bonnes fenêtres météo, à profiter des bons moments, à attendre d'être bien reposé. Là, sur ce coup-là, c'est vrai que c'est la haute altitude, je pense, que je connaissais pas assez, qui m'a rappelé à l'ordre, clairement. Et le lendemain, je voulais y retourner à ce K2. J'étais encore déterminé. Je me disais, ben non, mais là, j'ai laissé des plumes, d'accord, mais j'ai pas donné mon dernier mot. Et finalement, très vite, j'ai abandonné dans l'esprit cette tentative qui était de base inespérée, en fait, parce que c'était trop dangereux de retourner là-haut. C'était trop dangereux. Mais ça m'a appris pour l'avenir. Gravir des 8000, c'est jamais anodin. S'investir sur le K2 par exemple, c'est quelque chose qui ne doit pas se faire, je dirais, en complément d'une ascension comme celle que j'ai faite au Broad Peak. C'est trop dangereux. Il y a trop de chances de laisser son corps décrépir à cette altitude-là et d'être victime justement d'une surfatigue. Donc la prochaine fois que j'envisagerai le K2, je me fixerai cet objectif uniquement et pas d'autre. Je ferai une acclimatation adéquate et puis après je monterai là-haut. Ce qui a été observé par pas mal de mes copains, c'est ça, c'est un pic de forme en fait à partir de la deuxième ascension généralement. Donc l'ascension du Broad Peak le jour du record en faisait totalement partie. Et après, en fait, tu n'arrives jamais à reprendre réellement la forme, même si tu te reposes au camp de base. Ce sont des camps de base à 5000 mètres, c'est des altitudes à partir desquelles le corps ne peut pas vraiment se reposer comme à 2000 mètres ou comme à 1500 mètres. Donc, la prochaine fois, je serai beaucoup plus riche, finalement, de cette expérience au K2, à l'inverse de si j'avais vécu uniquement le Broad Peak, j'aurais eu sûrement une surconfiance. Et j'aurais peut-être refait une erreur similaire que celle que j'ai faite au K2. C'est pour quand le prochain gros défi pour vous ? Alors le K2. Le prochain gros défi, ça sera un jour de retourner au K2, évidemment, parce que c'est une montagne qu'au-delà de son histoire, qui est quand même exceptionnelle, quand on regarde tous les ascensionnistes qui sont passés par cette cime, les Pierre Bégin, les Christophe Profit, les Pronts des Abruzzes avec les Italiens, enfin c'est la Magic Line, c'est plein d'itinéraires qui font rêver. Et puis c'est avant tout sa forme, sa hauteur qui en impose, qui en tant qu'alpiniste pour moi représente un sacré challenge. Également le manque d'oxygène, pour moi ça représente un défi qui est extrêmement important. Donc c'est quelque chose qu'il faut construire. Ça montre ce que j'ai vécu, que c'est pas si anodin, même par une voie normale avec des cordes fixes, c'est pas si anodin. Donc la prochaine fois, j'aimerais bien l'envisager
euh, de la même manière à la journée et sur un itinéraire pourquoi pas autre, différent, ou avec une autre approche, pourquoi pas l'envisager sur un voyage très long pour prendre le temps de réfléchir à tout ça également. Ça peut être à pied depuis un autre massif comme celui du Pamir, ça peut être à vélo, ça peut être. J'aimerais bien essayer de combiner avec autre chose, voilà, pour une forme de pas de rédemption, mais voilà, de retour vers un projet inabouti et qui soit pas uniquement une expédition classique comme j'ai pu le faire jusqu'à maintenant. Et avant ça, quand Et même. redescendre en parapente aussi du K2. Redescendre en parapente, ça fait partie des grands projets parce que. C'est possible ça du K2 parce qu'à 8600 mètres, Et j'en il parlais y a avec. beaucoup Ouais. de vent, on imagine quand même. J'en parlais avec Antoine Girard, qui est un spécialiste un peu de la haute altitude en parapente, parce qu'il a déjà battu plusieurs records de vent, d'ascendance en fait à plus de 8000. Et c'est vrai que le K2 est particulièrement compliqué en aérologie, mais pour autant c'est faisable. C'est plus dur que sur le Broad Peak, je pense. En fait, c'est délicat. C'est délicat de répondre à cette question parce que personne ne l'a fait. Donc tant que personne ne l'a fait, au final, on ne peut pas avoir l'information claire. Et puis il n'y a pas de station météo en haut, donc sincèrement, c'est que des projections, tout ça. Ce qui est sûr, c'est que mécaniquement, en termes de topographie, le sommet permet quand même d'étaler sa voile. Et il faut juste qu'il y ait le vent qui soit du coup dans la bonne direction par rapport à ce versant propice à l'étalement de sa voile. Mais ça, on fait comment? On fait au dos mouillé quand on est au sommet du K2? Alors ça, c'est quand même pas mal avec les prévisions météo. Aujourd'hui, on peut réussir à savoir la direction du vent, mais pour autant, ça reste très... Parce que là, c'est votre vie qui est en jeu quand même quand on est à 8600 mètres d'altitude. Non, c'est sûr. En fait, quand on prend une voile de parapente dans le dos à ces altitudes-là, il faut partir du principe qu'on redescendra à pied. Sincèrement. Les gens, en fait, pensent que vu qu'on a une voile de parapente, ça va être plus facile parce qu'on va descendre en volant. Ça arrive très souvent qu'on doive redescendre à pied. Et donc, il faut pas se conditionner à un décollage 100% garanti. C'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs la première fois que je suis allé au Broad Peak. J'avais ma voile dans le sac à dos. Je voulais prétendre à décoller depuis le sommet. Et les conditions annoncées à 20 km à l'heure maximum à la base étaient finalement au sommet à 45 km à l'heure. Donc, il y a un indice de confiance qui est très faible en termes de météo et il faut prendre en compte ça. Mais décoller du K2, ça serait vraiment une étape incroyable dans une vie, une carrière d'alpiniste. Ouais. On l'attend avec impatience. Merci beaucoup Benjamin Védrine. Et donc on peut découvrir toutes ces deux ascensions, ces deux grandes ascensions, donc à la fois du K2 et bien sûr votre record en 7h28 du Broad Peak, un record absolu. Jamais un alpiniste, on le rappelle, n'est monté aussi vite d'une montagne de plus de 8000 mètres d'altitude. C'est dans votre film Age of Reason, qui est donc à la limite de la raison en français, qui je pense dit bien aussi de cet exploit. C'est projeté dans le cadre, un film qui est projeté dans le cadre de Montagne en scène, et c'est pour découvrir donc ces très belles images aussi de ce magnifique film, puisqu'en plus vous avez filmé aussi votre ascension en GoPro et avec du matériel. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été Merci avec à vous. nous. C'était très sympa, merci beaucoup.